Mesdames, Messieurs, comme dirait François Hollande, de l'audace. Encore de l'audace. Toujours de l'audace et la France est sauvée. Bon, d'accord, il a piqué la citation à Danton. Mais enfin bon, au point où on en est. C'est intéressant cette histoire, vous voyez, parce que moi au départ, je m'étais dit, puisqu'on me demande d'être audacieux, je vais leur faire un truc que je n'ai jamais fait. Je vais faire une conférence en latin. Là, François Isca m'a dit, écoute, c'est bien, j'aime bien l'idée, mais si tu pouvais éviter... Bon, alors bon. Ça, vous voyez, c'est formidable, ça. Audentes fortuna juvat. La chance, enfin la chance, la fortune, vous voyez, la déesse, quoi. La déesse Fortuna sourit aux audacieux. C'est un truc, ça vient de ces vieux, comme ce machin-là, c'est Virgile qui a pondu ça. Virgile, tout le monde connaît Virgile, vous avez relu régulièrement du Virgile, je sais. Il écrit ça dans l'Énéide. Alors l'Énéide, je vous repasse l'histoire, hein. La guerre de Troie. Les Troyens se prennent une pile. Il y en a un, le grand héros, c'est Achille, paf, dézingué. Le deuxième héros, Ulysse, lui, il repart, il quitte Troie, et donc lui, il passe son temps pendant 20 piges à essayer d'être audacieux pour pouvoir revenir chez lui. Et puis il y a un autre Gus, qui est aîné, pas n'importe qui est né quand même, hein, c'est le fils d'Anchise et de la déesse Aphrodite, c'est pas le clampin. Lui, pour le coup, il se tire de Troie, qui est en feu, enfin c'est la cata absolue, et en fait, il va faire un périple incroyable, alors lui, il n'a pas de chez lui, puisque tout a brûlé, quoi, pour revenir, et on dit, la légende dit que c'est Énée qui va fonder, en fait, Rome. Bon. Et donc, à un moment donné, il y a un type qui s'appelle Thoumus, c'est dans l'Énéide, donc ça, c'est l'Énéide, hein, je vous dis, c'est 19 avant Jésus-Christ, vous voyez, bon, et le truc. Et il y a un gars qui s'appelle Thoumus, c'est lui qui dit ça. Audentes fortuna juvat. Il dit ça avant de mener combat contre Énée, quoi. Puis il va se faire tuer par Énée. Tout ça pour vous dire que les citations... Or, cela dit, bon, ça reste quand même un truc incroyable. Et dans la culture, d'ailleurs à la fois la culture grecque et surtout la culture romaine, ça reste quand même quelque chose qui est très important. On dit toujours, il faut être courageux, vous voyez, pour affronter l'adversité, mais il faut être audacieux pour s'en faire une alliée. Il y a une vieille histoire comme ça qui traîne, il y a deux philosophes, sans doute des stoïciens, ils sont en train de discuter, ils sortent des termes probablement, et puis tout d'un coup ils discutent sur quelle est la vertu fondamentale pour celui à qui on va confier les rênes de la cité. Et alors ils se mettent assez rapidement d'accord, pour pouvoir diriger la cité, il faut être courageux. Alors simplement il y en a un des deux qui dit à l'autre, attention, hein, à condition de bien comprendre que le courage, c'est un mélange, hein, c'est une émulsion. C'est un mélange entre, effectivement, la volonté, d'une part, et la lucidité, d'autre part. Parce que si tu n'as que de la volonté, mais tu n'as pas de lucidité, tu n'es pas courageux, tu es téméraire, très dangereux. Mais si tu n'es que lucide, mais tu n'as pas de volonté, tu as un courage intérieur, comme on dit. Tu es le seul à savoir que tu es courageux, tu vois. Mais tu y crois à fond, bon. Et quand même, il y en a un des deux qui dit à l'autre, oui, mais t'es gentil, mais bon, courage, voilà, volonté, lucidité, mais comment tu les équilibres? Effectivement, l'idée est là, c'est-à-dire que l'autre, son copain lui répond, tu vois, tu as deux types de situations dans la vie, et ce point-là est très important, parce que c'est toujours vrai pour nous. Nous avons que deux types de situations dans nos vies, les situations auxquelles on pense qu'on peut quelque chose, et les situations auxquelles on pense, peut-être à tort, hein, mais en tout cas qu'on peut rien. Chaque fois qu'on est face à une situation à laquelle on croit qu'on peut quelque chose, c'est la volonté qu'il faut mettre aux commandes, bien évidemment, mais en gardant un peu de lucidité pour ne pas s'égarer. Mais chaque fois qu'on est face à une situation, et Dieu sait qu'il y en a, où on pense qu'on ne peut rien faire, le courage, ça va être de mettre la lucidité aux commandes, hein, mais en gardant toujours un peu de volonté, ne serait-ce que pour continuer à avancer, pour survivre, quoi. Il y a beaucoup de problèmes dans la vie de la cité pour lesquels, pour l'instant, il faut tenir, quoi, coûte que coûte. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la différence entre l'audace et le courage, et on pourra en reparler, elle est essentielle. Être courageux, si vous voulez, c'est important de nos jours, mais c'est important face à l'adversité. Il faut être courageux face à la crise, face à la maladie, face à la perte d'un être cher, face à... Voilà, mais en gros, on est courageux par rapport à un truc qui nous est tombé dessus, on aurait préféré éviter. Mais l'adversité, c'est quelque chose que l'on peut recevoir et on va vivre avec, il faut du courage. Et puis l'adversité, c'est un truc qu'on peut déclencher pour semer la pagaille. Alors semer la pagaille, moi je dis ça, on n'appellera pas ça semer la pagaille en entreprise, hein, on dira qu'il faut innover. Il faut restructurer. Bon.
Mais il n'empêche que celui à qui tu dis « Tiens, j'ai une bonne nouvelle pour toi, on va innover. » Oh putain. Attends, mais c'est logique. Bon. Donc, vous voyez, entre la réussite et l'échec, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Alors, par ailleurs, il y a un facteur quand même qu'il ne faut pas oublier. Au mois d'avril 1814, Talleyrand, qui est alors ministre et d'ailleurs des Affaires étrangères et des Affaires intérieures, c'est le gars déjà, vous savez, vous imaginez, le même quoi, hein. Le Drian, Valls, le même. Bon. Valls, un peu chauve, le truc bon. Et il reçoit, on lui annonce la visite d'un aristocrate dont on aurait complètement oublié le nom, il s'appelle le marquis de la Tour de Bournac. Là, la scène elle a été reprise par Sacha Guitry dans Le Diable boiteux. Et le type a eu l'audace de se présenter devant lui. On lui avait dit, Talleyrand, attention, c'est un type, il est lunatique, il change d'avis. Donc on vous a eu la nomination, mais vous allez la récupérer chez lui. Et il vous la signe devant vous, vous prenez la nomination et vous tirez. Il dit, d'accord, j'y vais. Et le gars, il se pointe devant Talleyrand. L'histoire est racontée par la petite dame qui était là, en fait, qui était Madame d'Évremont, qui était, entre autres choses, la secrétaire particulière de Talleyrand. Enfin bon, ça ne nous regarde plus. Hein. Et donc, le gars se pointe. Alors, bien sûr, Talleyrand dit, c'est qui ce monsieur? Ben, écoutez, vous avez une nomination qui concerne ce marquis. Très bien, effectivement, donnez-moi ça. Le gars se présente devant Talleyrand. Il dit, écoutez, monseigneur, merci de me recevoir, je suis ravi, comblé. Talleyrand lui dit, écoutez, monsieur, il n'y a pas de problème. Il prend le document, il le lit, il dit, écoutez, voilà, monsieur de la Tour de Bournac, j'ai l'honneur de vous annoncer que sur avis favorable du roi, je vous nomme attaché d'ambassade à Madrid ce jour. Oh, mais monseigneur, cette nomination comble tous mes désirs. Talleyrand lui dit, monsieur, j'en suis enchanté, pour vous et les vôtres. Et il commence à signer, à parapher. Et alors l'autre, il n'en peut plus, quoi. Il est à fond. Il dit, mais vous savez, vous pouvez me faire confiance, le roi peut me faire confiance, la France peut me faire confiance. Alors Talleyrand continue à paraffer le truc, il dit, mais oui, bien sûr, monsieur, on espère bien, vous pensez bien, c'est papa. Et le type, au lieu de la fermer, parce qu'à un moment donné, l'audace, ça va, quoi, mais il en rajoute une couche, puis il dit, ah, mais vous savez, vous pouvez d'autant plus me faire confiance que, maintenant, je peux bien vous l'avouer, je n'ai jamais jusqu'ici eu de chance dans ma vie. Talleyrand qui dit, mais attendez, monsieur, ça change tout. Vous n'avez jamais eu de chance. Ah ben, rien n'est fait entre nous, monsieur, car voyez-vous, d'une façon générale, il faut avoir de la chance. Hein. D'ailleurs, il faut être heureux, ne serait-ce que par courtoisie. Donc, vous pensez bien que je ne peux pas me permettre, moi, ni pour la France, de confier un poste de cette importance à un monsieur qui n'a pas de chance. Et il déchire devant le type la nomination, qui vous barre terre, il congédie le type avec un mot terrible, mais qui est resté célèbre. Vous pouvez d'ailleurs, pour ceux qui font du recrutement, ça marche encore aujourd'hui, hein, vous voulez virer un candidat, vous dites « Adieu, monsieur, je m'en voudrais de contrecarrer votre infortune. Oh. » Oh, le type, il part au bistrot. Alors, vous voyez, la chance, dans le fond, c'est Wiseman. Richard Wiseman, c'est un de mes collègues, il est professeur de psychologie à l'Université de Londres. C'est lui, le premier, qui a créé ce qu'on appelle le Luck Project Factor. Il avait recruté, lui, des chanceux et des malchanceux dans la presse. Il a fait passer des annonces. Lucky People Wanted. Vous avez de la chance, vous êtes sous une bonne étoile, vous êtes prêt à en parler à un chercheur, appelez-nous tel numéro. Quelques jours après, ils avaient fait Unlucky People Wanted. Vous n'avez pas de chance, vous avez la loose, vous êtes né sous une mauvaise étoile, vous ratez généralement par hasard d'ailleurs tout ce que vous entreprenez. Vous seriez prêt à en parler à un chercheur sans fondre en larmes, appelez-nous à telle date. Voilà. Et donc, il y avait peut-être 150 personnes dans le Luck Factor Project. Ils avaient remonté, vous savez, ils avaient fait des analyses biographiques, recréé la vie des gens, tout ça, avec les éléments clés. Et ils avaient analysé ces événements de vie, tout ça. Alors, toujours est-il que, au bout du compte, on se rendait compte que tous ces gens qui croyaient qu'ils étaient ou chanceux ou malchanceux, parce que c'était une croyance, dans le fond, ils avaient quasiment tous vécu la même chose en termes d'événements de vie, vous voyez. Mais en revanche, les chanceux, ils ne mettaient pas les événements dans le même ordre. Ils ne leur donnaient pas la même signification. Il y avait des tas de choses qui bougeaient. Et ce qui faisait que Wiseman, il avait dit cette chose que je trouve très importante, il disait, vous voyez, la chance, dans le fond, ce n'est pas ce qui vous arrive. C'est ce que vous allez faire avec ce qui va vous arriver. De même que d'ailleurs, ça va aussi contre cette idée du déterminisme. Quand on vous dit, oui, mais vous savez, on est ce que les autres ont fait de nous. Mais bien sûr que non, tout ça est faux. Nous ne sommes pas ce que les autres ont fait de nous. Nous sommes ce que nous allons faire avec ce que les autres ont voulu faire de nous. C'est pas pareil. Moi, j'explique ça à mon épouse assez régulièrement. Je lui dis, tu peux essayer de faire de moi ce que tu veux, mais ce n'est qu'une matière première. Moi, derrière, je redesign. Et le genre, voilà. Alors, je dirais, mais quand même, qu'on le veuille ou non, il y en a, ils ont de la chance. Quoi. Ils vont vous le dire, j'ai de la chance. Attendez, j'ai de la chance. Là aussi, illusion d'optique. J'ai de la chance, verbe avoir, comme si c'était un truc, voilà, mettez-moi 12 kilos, quoi. Une chance durable, si possible, pas trop frélatée, vous voyez, un truc, puis éthique, si possible. Parce que bon, ah ouais, mais c'est pas si simple.
Il y a un grand philosophe contemporain qui a longtemps présidé aux décennies du Club Méditerranée, qui s'appelle Gilbert Trigano. Gilbert Trigano, de là où il est, nous a laissé un enseignement que je vous laisse méditer ce matin, et qui est le suivant. Un coup de chance ne fait pas un chanceux, pas plus qu'un coup de soleil ne fait un bronzé. C'est pas bête. Mais ça a derrière une signification extraordinaire, c'est qu'effectivement, quand on dit, et on le dit, j'ai de la chance, on croit qu'on dit j'ai de la chance, verbe avoir. Alors qu'en fait, pas du tout. Quelqu'un qui dit j'ai de la chance, il est en train de dire j'ai de la chance. Verbe aider. Ah, ça change tout là. Parce que si c'est ça, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose. Et faire de la chance son ami. Là, ça devient intéressant. Comment font ceux qui font de la chance leur ami? Généralement, vous savez, Proust disait « l'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions », ce qui est assez rigolo de la part d'un mec qui a passé sa vie au lit, en gros. Hein, bon. Et maladif. Bon. Mais bon, il disait quand même des trucs qui étaient parfois sympas. Et c'est vrai qu'on retrouve ce que vous évoquiez tout à l'heure, qui était le fameux dieu Kéros. Moi, j'aime bien Kéros parce qu'en fait, on est coiffé pareil. Si ce n'est que lui, alors moi j'ai essayé, mais honnêtement, je me fais arrêter par les flics, lui, il a une touffe de cheveux devant. Pas derrière, c'est l'anti-catogan, vous voyez, mais il a le catogan, mais devant. Et donc, il y avait en fait deux dieux qui pilotaient le temps chez les Grecs. Il y avait Chronos, c'était le temps linéaire, et il y avait Kairos, c'était le temps favorable. C'est-à-dire que Kairos, c'était le dieu qui, en fait, est là pour piloter les instants, vous voyez, où tout va se passer. C'est-à-dire que Kéros est important, par exemple, quand on donne un médicament dans la médecine grecque classique, parce que ce médicament, vous le donnez le matin, l'après-midi, le soir, il n'aura pas le même truc, vous voyez. Pendant la guerre, on va l'instant favorable pour attaquer. Alors le Kéros, d'ailleurs, mais même pour nous, je dirais, ça a une signification. Il y en a ici qui sont nés entre 1955 et 1965. Vous voyez, quelques-uns là-bas. Alors vous pourrez expliquer aux autres. Mais nous, vous voyez, quand on était jeunes, nous, on allait dans les booms. Et dans les booms, il y avait le Kéros, vous voyez. Et je peux vous dire ce que c'était le Kéros dans les booms. C'était la fin du dernier slow. C'était maintenant ou jamais. Vous voyez. Mais ça existe. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que... Bon, alors là... On est un peu paumé, là. J'admets que là, bon. Mais vous voyez, nous, on avait ça. Donc, Kéros, moi, je l'ai expérimenté, pas assez souvent, mais je l'ai expérimenté quand même aussi. Là. Et donc, Kéros, c'est un dieu, il passe à toute vitesse, il faut le choper. Mais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Le choper par les cheveux, madame, hein, pas non plus, parce que... Non, pas non plus quand même, bon. Et... un dieu grec, en plus, non, ça va. Et donc, il faut faire ça, mais on ne peut attraper Kéros, attention, que si on s'y est préparé. Intérieurement. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui ne s'est pas préparé intérieurement, c'est juste un événement comme ça qui va passer. Mais il ne peut pas être favorable, puisqu'un événement ne devient favorable que par rapport à un univers intérieur. Donc ça veut dire que, vous voyez, quand on va avoir de la chance déjà, et les entrepreneurs le savent bien, on commence par installer, presque au sens informatique, vous voyez, on installe une intention. Voilà, appelez ça comme vous voulez, un projet, un désir, un rêve, etc. Mais on ne peut pas avoir de la chance dans l'absolu. Moi, un gars un jour qui me dit, mais de toute façon, moi, vous savez, M. Gabillet, moi, ce qui me rend triste, c'est j'ai jamais eu de chance. Le gars, ça faisait des heures qu'il me bassinait avec cette histoire-là, mais j'ai jamais eu de chance, jamais eu de chance. J'ai fini par lui dire, écoutez, rassurez-vous, même si vous en aviez eu, qu'est-ce que vous en auriez fait? Le gars me dit, j'avais pas vu ça comme ça. Je dis, écoutez, on était au bistrot, je dis, écoutez, garçon, c'est pour monsieur les consommations, hein, voilà. Oh, ça va, hein. Alors, il n'y a pas que ça aussi, c'est que, encore faut-il se tenir prêt. Parce que, voilà, rencontrer l'inattendu, il faut qu'il se passe des trucs, quoi, mais il faut les percevoir. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait, le vrai malchanceux, en fait, chaque fois que la chance débarque chez lui et frappe à sa porte, le mec, il appelle les flics pour tapage nocturne. C'est-à-dire qu'il ne voit pas passer, quoi. Hein. Le nombre de coups de chance, peut-être qu'on laisse passer comme ça autour de nous, on n'a pas fait gaffe, quoi. On n'était pas prêt, on n'était pas... Vous voyez, on n'avait pas ce que les anglo-saxons appellent ça luck readiness, le fait d'être prêt, en fait, à rencontrer la chance. Face à l'adversité, bien évidemment, ça j'ai eu l'occasion d'en parler souvent ici, face à l'adversité, les vrais chanceux, ils optimisent, quoi. Ils recyclent, ils font du compost, ils prennent du déchet de vie, ils en font de l'engrais. Bon, on connaît ça. Et alors, et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, quand le moment est venu, le vrai chanceux, il y va, quoi. Il ose. Alors, oser... Lincoln a une phrase formidable là-dessus, il dit « Des choses peuvent arriver à ceux qui attendent,
mais uniquement celles qui ont été laissées par ceux qui ont foncé. Alors ça, c'est intéressant. Ça signifie qu'on a tous des chances possibles, mais celui qui s'est servi en premier, qui a tenté le coup, il a pu lui arriver davantage de choses. Il a pu, ça ne veut pas dire il doit. Ce n'est pas nécessaire, hein. Ça ne marche pas à tous les coups. Alors ça marche comment d'ailleurs l'audace? Ah, l'audace, ça c'est un beau concept, l'audace. Dans le fond, vous voyez, l'audace, allez, on va dire, certes, c'est oser agir. D'accord, mais pas que ça. C'est oser braver les convenances. Ouais. D'une façon générale, si vous êtes audacieux, il y en a autour de vous, mais même des gens qui vous aiment, vous voyez, ou qui vous apprécient, ils vont toujours dire, il ou elle pousse un peu le bouchon quand même. Hein. Il est gonflé. Vous voyez, on va dire ça. Et il faut aussi dépasser ses propres limites, parce que par définition, si je suis sûr à 100% que je vais réussir, je ne suis pas audacieux. Il y a toujours un peu de... Vous voyez, ce n'est pas sûr à 100%. Et donc, on va devoir à la fois oser agir, braver les convenances, dépasser ses limites, mais en dépit du risque et de ses peurs. Voilà, ça c'est l'audace. Alors, ça marche comment? D'abord, l'audacieux, déjà, vous voyez, il va faire différemment. Il fait un truc auquel personne n'avait pensé jusque-là. Mais c'est important, vous voyez, alors, par exemple, les premiers cubistes, là, ça, vous avez Braque, donc c'est Maison de l'Estaque, puis vous avez Demoiselle d'Avignon, c'est 1907. Je dois vous dire que les premiers qui voient ça, ils disent, ils carburent à l'éther. D'ailleurs, ils carburaient à l'éther, mais bon. Mais ça n'explique pas tout. Ils faisaient différemment, on prend des formes et tout, on tourne autour de l'objet, enfin, c'était un truc de folie, quoi. Bon. Quand Braque et Picasso font ça, bon, Matisse, il dit, mais attends, c'est génial ce qui se passe. Pourtant, il ne pouvait pas les encaisser, hein, mais il dit, c'est génial quand même. Voilà, Steve, quand il lance ça, c'est faire différemment quand même. Hein. C'est tout. Là, maintenant, ça nous paraît évident, mais vous imaginez, on nous aurait tous raconté ici, il y a 10 ans, ça, là, on devient, mais de quoi il parle bon. Alors, vous avez aussi l'audacieux, il ose la nouveauté. On va faire un truc nouveau, vous voyez? On va faire un truc nouveau. La Tour Eiffel, j'ai retrouvé un truc, je vous le lis parce que c'est formidable. Hein. Ça, c'est pour vous montrer la prescience des experts de tout poil. Ça, c'est un article qui est paru dans Le Temps. Bon, Le Temps, c'était Le Monde hein, à l'époque, voilà. Et c'était un groupement d'écrivains, d'artistes de l'époque, mais des gens, il n'y avait pas des rigolos, je veux dire, les gars membres de l'Institut et tout, académiciens français, attendez, de l'intelligentsia modèle robuste quand même, hein, de l'intello de démonstration. Je cite. La commerciale Amérique elle-même n'en voudrait pas. Pendant 20 ans, nous verrons s'allonger sur la ville entière, frémissante encore du génie de tant de siècles, nous verrons s'allonger comme une tache d'encre, l'ombre odieuse de l'odieuse colonne de tôle boulonnée. Quelle prescience! Et les gars, ils disent derrière, plus jamais un touriste ne viendra à Paris frappé par l'horreur de cette colonne immonde, je dirais, sulfureuse, etc. Ils avaient tout compris, les gars. Vous voyez. Et c'est ça l'audace. L'audace, c'est aussi ça. L'audace, c'est on transgresse. C'est les Jeux Olympiques, on est black, on gagne le 200 mètres, et voilà, et le Black Power va s'exprimer. Ça, c'est gonflé. D'ailleurs, les gars, leur carrière derrière, bonjour, hein, c'est bon. Alors, transgresser. Et Cocteau disait « Rien d'audacieux n'existe sans la désobéissance à des règles ». Alors, parfois, ça peut être de la provoque, hein, pure et dure. Je prends un urinoir, je mets un faux nom, j'envoie au salon, ça c'est, donc on est en 1917, c'est Duchamp qui va faire ça. Mais quand vous pensez qu'aujourd'hui, ce qui est quand même une pissotière, il faut quand même le dire, bon, le gars qui a eu le malheur un peu de taper un peu trop fort dessus au musée, ben, il s'est quand même pris je ne sais pas combien d'amendes hein, pour avoir... C'était de la provoque. En 1971, quand Paul Naref nous fait partager le meilleur de lui-même, je dirais, dans les affiches dans tout Paris, alors pareil, c'est incroyable, mais ce n'est pas que ça, l'audace. L'audace, c'est ça. 4 juin 1989, place Tiananmen, il y a un type comme ça, il se met... Oh, c'est à la fois d'ailleurs courageux et audacieux, mais le gars, personne n'avait jamais fait ça, en tout cas comme ça. En plus, devant les caméras. Bon. Donc, vous voyez, l'audace, ça va se traduire par des choses assez étonnantes. Et dans tous les cas de figure, l'audacieux, c'est celui ou celle qui va y aller, quoi. Il va passer à l'action. Face au labyrinthe qu'est notre vie, l'audacieux, il dit, tiens, je rentre dans le labyrinthe. Face au gouffre de la prise de décision, j'y vais, quoi. Alors peut-être que je vais me faire aider un peu, parfois, par le destin, par tout ça, mais je vais y aller quand même. Voilà.
et on fonce, quoi. On y va. On y va. On est des leaders, quoi. Et, voilà. Et des leaders français. Voilà. Hein? Alors simplement, attention, l'audace, d'accord, mais l'audace, de toute façon, c'est un peu aller trop loin, mais pas trop quand même. Hein. Dans le fond, un audacieux, vous êtes audacieux. Chaque fois qu'on est audacieux, on est déraisonnable. Mais pas trop. Vous voyez? C'est-à-dire entre les deux, quand même, voilà. Napoléon disait, avec de l'audace, on peut tout entreprendre, mais il rajoute, on ne peut pas tout réussir. Hein. Ah oui, c'est clair. Hein. Pour ça, d'ailleurs, que généralement, moi, si vous êtes un vrai audacieux ou une vraie audacieuse, débrouillez-vous pour avoir à côté de vous quelqu'un qui est plus pépère, vous voyez, plus peinard. Ça marche pour tous, hein, le business, le mariage, tout. Voilà, faut comme vous voulez. Chez les Grecs, il y en avait deux types, vous voyez, qui incarnaient ça. Il y avait Tolmos et Tarsos. C'est-à-dire qu'on le retrouve dans la pensée grecque. Tolmos, c'est vraiment l'audacieux intelligent, l'esprit de... On sort du cadre, il y a beaucoup de finesse derrière Tolmos. Et Tarsos, c'est un fou. Tarsos, il fait n'importe quoi. Alors, il est audacieux, mais il sème une pagaille, alors lui, pour le coup, monumentale d'entrée de jeu. Alors, il faut avoir les deux, toujours. Hein. Il faut toujours qu'il y en ait un, d'ailleurs, qui ait une audace, qui peut d'ailleurs perturber l'autre. Quand on est audacieux, on va, par exemple, poser des questions auxquelles l'autre ne s'attend pas. Je vous donne un exemple. Vous avez deux chefs d'entreprise, ils se retrouvent au milieu de l'océan Atlantique, sur un petit radeau tout pourri, comme ça. Ils étaient dans une croisière de chefs d'entreprise, quoi, ils ont coulé. Alors, coup de bol, déjà, les deux qui restent, ils sont sur un petit truc en bois, comme ça, tous les deux. Puis il y a plein de requins qui tournent autour, comme ça, puis le temps se gâte, manifestement, et tout. Puis, là, ils sont courageux, mais là, quand même... Il y en a un qui, à un moment donné, a l'audace de poser la question suivante. Est-ce que tu as payé ton URSSAF? Et l'autre le regarde, il dit, mais t'es malade, quoi, tu n'y es plus? Mais t'as vu où on est? On est au milieu de l'Atlantique, on ne sait pas où on est. Il y a des requins qui tournent autour et tout. Tu me demandes si j'ai payé mon URSSAF, mais t'es malade. Non, attends, c'est vachement important. Hein. Est-ce que tu as payé ton URSSAF? Mais fous-moi la paix. Non, mais je rêve. Mais attends, on est en danger de mort, là. Alors tu me demandes si j'ai payé mon URSSAF. Je dis, mais attends, tu ne penses pas qu'on a d'autres priorités en ce moment? Alors tu dis, écoute, excuse-moi d'insister, mais c'est très important pour la suite. Est-ce que tu as payé ton URSSAF? Donc, l'autre dit, écoute, il y en a marre. Ben oui, voilà, je ne l'ai pas payé mon URSSAF. T'es content? J'ai pas payé mon URSSAF. Voilà. À ce moment-là, l'autre dit, oh, putain, on est sauvés, ils vont nous retrouver. Et, alors, ça, je me suis... Et alors, Tolmos et Tarsos, bref. Alors, voilà, ça, c'est audacieux. Ça, c'est audacieux, vous voyez? C'est-à-dire que là, on peut dire, là, voilà, là, c'est pas mal, quoi. Alors, il y a un risque, hein, le risque qui rate le poisson, mais le truc est pas mal. Ça, c'est... Alors, deux solutions. Le type, il est hyper entraîné. C'est un spécialiste du fight avec les gros et tout. Bon, c'est audacieux. Le gars, on a dit, qui veut se battre avec le gros, là? Moi, je veux. Puis il s'est mis le truc, il y va. Ça, c'est téméraire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on sent bien, instinctivement, qu'entre audace et témérité, il y a un truc qui va renvoyer à la préparation, à la fois la préparation mentale, etc. Bon. Voilà, alors, ça, par exemple, c'est audacieux, mais pourquoi pas? Là, en fait, vous ne voulez pas, mais le petit chat, il dit connard, là, en fait, hein, au gros. Voilà. Alors là, ça, c'est quand même plus téméraire, vous voyez. Alors ça, bon... Bon, c'est... voilà, ça, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur hexagonal face à l'économie allemande. Enfin, je vous le fais rapide. Mais... Bon, moi, je ne suis pas sûr que ce soit téméraire, hein, peut-être que c'est qu'audacieux. Alors, ça, par exemple, vous voyez, ça, c'est audacieux. En revanche, pour la demoiselle, ça, c'est téméraire. Ça, c'est audacieux. La vie, de toute façon, je vais vous dire, la vie, c'est audacieux. La vie qui reprend quand tout ne va pas, ça, c'est téméraire. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, à moins que la ligne soit désaffectée, il va y avoir un souci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une vraie distinction entre les deux. Et Alain, le philosophe Alain, disait, dans le fond, voilà, c'est ça. L'audace, c'est une témérité dirigée. Il y a un risque, mais on y va, quoi. On assume, on va prendre le truc. Alors, quand je dis que c'est dirigé, ouais, on pourrait dire, attends, tu rigoles, ça c'est téméraire. Non, ça c'est pas téméraire, c'est audacieux. Et oui, parce qu'il y a quand même eu une préparation. Là, on pourrait dire, attends, là... mal barré quand même. Là. Alors, c'est vrai que s'attaquer au héron, on peut dire c'est quand même un peu téméraire. Sauf s'il est musclé des poignets. Parce que s'il est musclé des poignets,
c'est audacieux et il va s'en sortir. Voilà, il va, oui, voilà, c'est l'idée. Et alors, franchement, il y a d'autres fois, on se demande ce qui s'est passé, parce que là, on dit, attends, de toute façon, alors là, de toute façon, la messe est dite, quoi. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors, l'audace, bien évidemment, il faut être sérieux, l'audace peut devenir très dangereuse. L'audace peut devenir dangereuse, vous voyez, c'est-à-dire que des fois, on dit, bon, je prends des risques et tout, non mais tu ne devrais pas faire ça, quoi, c'est pas possible. Mais je t'assure, j'ai pris mes précautions et tout, le principe de précaution, j'ai le plan B et tout, bon, très bien. C'est pas évident tout ça, et voilà, il y a des situations de vie, vous voyez, où on va entretenir un rapport au risque, sincèrement, qui va être excessif, vous voyez, il faut se méfier de tout ça. De tout ça, ouais, c'est dangereux tout ça, ils sont 8 hein, quand même, mine de rien, sur le truc, bon. Alors, Gainsbourg disait « je connais mes limites, c'est pour ça que je vais au-delà ». Alors après, on aime ou on n'aime pas Gainsbourg, c'est un autre problème. Mais ça, voilà, l'audace, elle est là. C'est-à-dire que même quand il y avait provocation, on pouvait dire que la provocation, dès l'instant où elle est porteuse de sens, si vous voulez, où elle a vocation à faire bouger quelque chose, peut-être pourquoi pas bouger les têtes, bouger le marché, bouger les technos, bouger la norme, là, ça devient intéressant. Ce qui est dommage, vous voyez, c'est parfois, on s'arrête trop vite. Eh oui, on n'était pas loin, vous voyez, on s'arrête trop vite. Alors, ça n'empêche pas certains de ne pas s'arrêter assez vite. Là, j'admets que, bon, il faut savoir, à un moment donné, vous voyez, s'arrêter assez tôt. Et donc, Cocteau, encore lui, disait, dans le fond, c'est ça, hein, l'audace, c'est tout simplement de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Et c'est pour ça que c'est pour des entrepreneurs, pour les innovateurs, pour des hommes ou des femmes dont le métier est d'inventer demain, par définition, ce demain que j'invente aujourd'hui, mais par définition, il est trop. Il est trop loin, il est trop fort, il est trop... Voilà, on fonce comme ça. Bien sûr, si je suis à la face, j'ai un risque élevé, un contrôle faible, et la finalité n'est pas claire, bien évidemment, peut-être que mon audace devient dangereuse, mais il y a plein d'autres situations où ça ne se passera pas comme ça. Donc on va vivre en audacieux, vous voyez, mais peut-être en audacieux, on pourrait dire responsable. Moi, j'ai une vraie, comment vous dire, une vraie conviction, mais je sais que je partage avec beaucoup de gens dans cette salle, ça vous ne seriez pas là, c'est que dans le fond, la vie, la vraie vie, vous voyez, elle débute hors de la zone de confort. C'est intéressant cette notion de zone de confort parce que on pourrait dire que quand vous sortez de la zone... D'abord, on n'est pas obligé de sortir de la zone de confort, j'insiste bien. On n'est pas obligé d'être... on peut être conforme. Vous voyez, moi, la conformité, ce n'est pas un péché. Ce qui est un péché contre l'intelligence, contre l'esprit, c'est l'injonction à la conformité. Ah, alors là, attention, ça c'est le truc... tu ne tueras point. Oui, d'accord, enfin, il m'a cherché quand même. Oui, bon. Tu ne voleras pas, mais même tu ne voleras pas. Aristote lui-même dit, attendez, tu ne voleras pas, faut faire gaffe, hein, parce que tu ne voleras pas. La mère qui ne vole pas la pomme dont son enfant a besoin pour ne pas mourir, mais attends, c'est que ça ne va pas du tout. Alors des fois, il y a des situations qui sont plus ambiguës, vous voyez. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Attendez, ça dépend du prochain. Vous pouvez vous dire, attends, mais cette femme formidable, extraordinaire, merveilleuse, avec cet abruti, mais la laisser avec un mec pareil, c'est un péché. Ah oui, mais c'est immoral. Enfin, bon, voilà. Bref, il ne faut pas faire n'importe quoi quand on sort de la zone de confort, mais moi je vous dis ça comme ça. La zone de confort est là, et normalement il y a la zone de risque. Ça, c'est la version, vous voyez, un peu universitaire, vous voyez, un peu académique, quoi. L'entrepreneur, la femme ou l'homme d'action vous dira, attendez, c'est pas si simple. Hein. Non, c'est pas la zone de confort et la zone de risque. La zone de confort, elle comprend sur la frontière une espèce de zone qui est ma zone d'audace à moi. C'est d'ailleurs, on ne devrait jamais dire la zone d'audace, hein. On devrait toujours dire ma zone d'audace, parce que c'est une vraie construction individuelle. La mienne, ce n'est pas la vôtre, et inversement. Et cette zone d'audace, c'est, je vais me mettre en situation d'inconfort. Mais voilà, pourquoi inconfort? Parce qu'il n'y a que l'inconfort, vous voyez, qui rend vigilant. Voilà, alors pas trop non plus, vous voyez, mais quand même un peu. Il y a un proverbe indien, par exemple, qui dit « L'homme sage poursuivi par le tigre » court toujours beaucoup plus vite que l'homme sage poursuivi par des poules. Donc il faut savoir, c'est le tigre ou c'est les poules, mais voilà, il faut qu'on se mette d'accord. Et donc, là, la zone, c'est plus la zone uniquement à risque, là, hein, attention. Quand j'ai poussé ma zone d'audace le plus loin possible, c'est plus la zone à risque, c'est la zone interdite. Là, il faut être clair là-dessus, il n'y a pas de discussion à avoir. Alors, moi je vous proposerais,
à la fois pour vous, pour les gens que vous aimez, pour les gens avec qui vous travaillez. Si on se mettait en route pour la fortune, mais la fortune avec un grand F, hein, c'est-à-dire voilà, les belles occasions, les trucs formidables, comment ça fonctionne? D'abord, je pense qu'on est dans un monde, vous voyez, où que ce soit avec nos enfants, nos collaborateurs, nos associés, il y a un truc aujourd'hui, nous devons tous nous donner, ou pour certains nous redonner le droit d'être portés par un rêve. C'est-à-dire portés par un rêve, c'est-à-dire avoir une image du futur qui ne soit pas conforme. Voyez, il n'y a rien de pire que se donner des rêves peinards, voyez, des rêves raisonnables. On perd sans doute quelque chose. On peut, si on veut, si on a vraiment... Bon, il y a une dame un jour comme ça qui me dit, mais moi, vous pourriez m'expliquer, M. Gabier, je voudrais être sûr de rencontrer aucune opportunité. Alors je dis, écoutez, alors là... ça va être long, ça va être cher. Vous allez me parler de votre enfance, je vais dire, mais je ne sais pas trop comment vous dire. Ça, c'est notre façon normale de fonctionner. Vous voyez, on a tous, quelque part, ce type de choses. Cette métaphore-là est importante. Ensuite, il existe des tas de choses dans le monde, dans la vie, on n'y peut rien. Enfin, je veux dire, on n'y peut rien. Vous voyez, à titre individuel, on n'y peut rien. On peut en être conscient. Ce qui est dangereux, c'est quand on rumine dessus. Parce que le temps que je passe à mettre mon énergie sur des choses auxquelles je ne peux rien, c'est du temps de vie perdu. Or, je suis désolé, le temps passe. 85 ans de vie, c'est 31 500 jours, 745 000 heures. D'accord? Dont 150 000 heures où vous avez dormi. Donc le temps passe, vous voyez ce que je veux dire. Donc on n'a pas tout notre temps. D'ailleurs, moi je vous donne un truc, ça aussi je dis souvent, mais arrêtez de dire que vous perdez du temps. Arrêtez de dire ça, parce que ça parle à personne. Le temps, vous voyez, c'est un truc abstrait. Alors. Remplacez systématiquement dans votre conversation le mot temps par le mot vie. C'est pas tu me fais perdre du temps, là. Tu me fais perdre de la vie. Le gars vient vous donner un truc qui n'a aucun intérêt, t'es gentil, mais excuse-moi, tu me fais perdre un peu de temps. Non, excuse-moi, là, tu me fais perdre de la vie, là, tu vois. Vous allez voir, il va tourner les talons, il se barre, il ne revient plus. Hein. C'est là, garanti sur facture. Prendre le risque d'agir sur tout ce qui peut être changé. Chercher autour de moi, avoir l'audace d'aller trouver des leviers là où les autres, pour l'instant, ne font pas encore levier. Ça, c'est intéressant. Se préparer, mais surtout sans tout planifier. Même ça peut, moi, il m'arrive même de dire, évitez de demander trop de conseils à des experts parce que ça va vous éviter de vous égarer. C'est important de savoir s'égarer. Et voyez, à l'époque, quand Christophe Colomb, il se barre avec la Nina, la Pinta, la Santa Maria, qui sont des bateaux qui ne sont même pas faits pour ça, hein, vous pensez bien qu'il n'a pas tout planifié. Déjà, le gars, il croit qu'il va découvrir les Indes, le pauvre gars. Il est mort sans savoir qu'il n'avait pas découvert les Indes. Mais il fallait qu'il le fasse, il fallait que quelqu'un le fasse. Vous pensez bien que... Est-ce que vous imaginez Christophe Colomb en 2015 avec le principe de précaution? Les bretelles, le harnais, la ceinture, le machin... Mais non, c'est impossible. Mais le principe de précaution, entre nous, moi, j'ai rien contre. Enfin, si, j'ai contre. Mais bon, peu importe. Et Pasteur, Louis Pasteur, avec le principe de précaution. Pas de vaccin, hein? Vous rigolez, on ne va pas s'amuser à faire un vaccin, tester un vaccin par un mec qui n'est même pas médecin. Mais où on va, là? Bon. Attention, vous savez, on est dans des mondes aujourd'hui où nous risquons de mourir pour excès de conformité. Pour, non pas d'ailleurs, quand vous dites « je gère le risque », moi je trouve, vous voyez, que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ce n'est pas un problème de gestion. Je pense qu'il existe une véritable haine du risque qui est en train de monter. C'est-à-dire qu'on veut bien prendre tous les risques possibles, mais sans danger. C'est un peu compliqué quand même. Hein. Ouvrir de nouvelles portes sans toujours savoir ce qu'il y a derrière. Ben oui, parce que si on sait ce qu'il y a derrière, je dirais c'est pas audacieux, je dirais c'est de la stratégie. Mais ouvrir de nouvelles portes, c'est de nouvelles portes technologiques. Mais ce n'est pas que ça, c'est de nouvelles portes relationnelles. Ça a été à une certaine époque des nouvelles portes géographiques, vous voyez, de territoire. Et puis, dans le fond, vous voyez, le message clé aujourd'hui, c'est... Et si on acceptait tout bêtement de bifurquer? Pourquoi? Parce que si vous faites un petit retour en arrière, vous-même, voyez, dans votre propre vie, dans ce qui est votre parcours de vie jusqu'à aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'à plusieurs reprises, vous avez été face à une croisée des chemins que vous n'aviez pas vu venir. Et voilà, qu'est-ce qu'on faisait? On allait à gauche ou à droite? Je dis oui ou je dis non? Je tente le coup ou on suspend? On arrête les frais? Notre vie est faite de bifurcations inattendues, de bifurcations relationnelles, d'accidents imprévus, de découvertes de mondes qu'on n'était pas censé connaître il y a 10 jours. Vous voyez, c'est l'imprévu qui donne un sens, ou qui de toute façon finira par donner un sens, mais cet imprévu ne peut nous apporter des choses formidables que si on lui a donné intérieurement avant une direction, cette direction pouvant s'appeler, chez certains, le projet, le désir, l'envie, le plan, peu importe, vous voyez. Mais l'imprévu est une espèce de cadeau incroyable dès l'instant où on a construit, on a installé en soi. Là. Et quand on est dans cette logique-là,
après, l'audace, je dirais, sera là. Ah oui, ça, c'est un monsieur, vous voyez, qui pour nous, moi je suis aujourd'hui professeur dans une école de management qui s'appelle le SCP Europe. Au mois d'octobre 1961, ce monsieur-là fait la couverture de Time Magazine. Vous vous rendez compte, ce type-là, il n'a jamais été élu de sa vie, ça n'a jamais été un homme politique, etc. Il n'a jamais eu aucun mandat, rien. C'était un inconnu total, il n'a jamais été... Il s'appelait Jean Monnet. Jean Monnet, ça a été un des pères vraiment de l'Europe. Et Jean Monnet, je vous dis qu'il il a toujours laissé les lauriers aux politiques, je dirais, à qui il avait donné les idées. Il a fallu attendre qu'il soit mort pour qu'on commence à se rendre compte que le gars avait fait des trucs intéressants. Et il avait une phrase, vous voyez, qui était extraordinaire et que je vous donne un peu, voilà, je vous offre cette phrase un peu comme cadeau au moment de terminer cette intervention. Monnet disait, vous voyez, ce n'est pas l'impossible qui pourrait demain nous désespérer, mais l'idée lancinante du possible qu'on n'a pas osé atteindre. C'est un mec formidable. Voilà, merci.